Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans le cadre de Téléobjectif Réussir Madame Michèle Perrin. Bonjour Michèle. Bonjour. Qui va nous éclairer sur un domaine qui, je dois le dire, m'était inconnu jusqu'à aujourd'hui, le génie. Non, l'euphonie. Le génie, ça sera encore autre chose. Le génie, oui. Donc l'euphonie. L'euphonie gestuelle. Gestuelle. Oui. Il y a peut-être votre parcours de vie avant de nous rejoindre ici. Je crois que vous êtes attiré par l'autre. Hein? Attiré par l'autre, oui, par le monde, par Par la le monde, découverte. Oui, oui. c'est vrai que très tôt, à 20 ans, je suis partie en voyage pour 15 mois. J'avais la prétention de vouloir faire le tour du monde. Et j'y croyais dur comme fer. Et au bout de 3 jours de voyage, en ayant commencé par l'Amérique, je me suis rendu compte que c'était ridicule et qu'il fallait prendre son temps. Donc j'ai été moins loin, mais peut-être avec plus intensément, plus de rencontres, plus de profondeur peut-être, ou en tout cas de recherche de ce contact un peu plus sincère comme ça. D'accord. Vous avez également travaillé avec des handicapés, vous avez animé des ateliers. Exactement, oui, c'est vrai que ma vie m'a amenée à rencontrer des personnes avec des handicaps mentaux. J'ai trouvé qu'auprès d'eux, il y avait beaucoup de soleil, tout compte fait, et puis que ça nous permet, mais peut-être déjà le voyage, la chance d'avoir pu voyager à 20 ans, m'avait montré qu'on a beaucoup. Donc ça permet toujours de sentir un petit peu cette gratitude par rapport à la vie, parce que moi j'ai 2 jambes, j'ai 2 bras, je peux venir parler avec vous, il n'y a pas quelqu'un qui a dû m'accompagner pour venir ici, je ne suis pas menacée, et c'est un vrai cadeau. Oui, en fait, il y a une prise de conscience de votre confort personnel. Finalement. Exactement, et je peux voir aussi que j'y tiens à ce confort, mais qu'en même temps, on peut quand même tenir compte de l'autre, c'est important. Puis un jour, vous décidez de vous lancer dans l'euphonie gestuelle. Vous êtes d'ailleurs président de l'association suisse de l'euphonie gestuelle du Samadeva. Alors expliquez-nous d'abord pourquoi ce choix, et puis dans un deuxième temps, peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'euphonie gestuelle du Samadeva. Voilà. Tout un programme, c'est vrai. Oui. En fait, comment je suis arrivée à l'euphonie gestuelle? Dans ma vie, je me suis intéressée au yoga, à l'eurythmie. J'ai travaillé, par contre, la terre dans l'agriculture. C'est encore une autre façon d'être en contact un petit peu avec soi. Et puis, je dirais que souvent dans la vie, peut-être vous l'avez vu aussi, les choses vous arrivent plus que ce qu'on va parfois les chercher. Et j'ai eu l'occasion, c'est une amie qui m'a dit, écoute, toi qui t'es intéressée au mouvement, va voir, il y a un atelier, j'étais en France, et puis on m'a dit va voir cet atelier. J'étais pas très envieuse d'y aller, j'ai dit attends non, j'ai fait du yoga, ça suffit. Et puis en fait quand je suis allée, quand même, parce qu'elle m'a convaincue, la curiosité féminine. Exactement. Et c'était beau, je suis restée, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et j'avais l'impression d'être arrivée quelque part, comme si on arrive à la maison et de me dire d'accord, ça je veux faire. De vous reconnaître dans ce qui se passe. Oui, oui. Et j'ai commencé de suivre des cours, mais sans penser en donner moi-même. Et puis j'ai vraiment une chance fantastique d'avoir été enseignée, encore et toujours d'ailleurs, par Enéathès Griffith, qui est pour moi une femme hors du commun, qui porte vraiment l'euphonie gestuelle, qui en est une digne représentante. Et ben, petit à petit, comme à beaucoup d'entre nous, elle a dit allez, va plus loin, forme-toi, redonne. Et c'est vrai qu'un jour, on a envie de redonner. Oui. Et alors, en quoi ça consiste? Alors, en fait, c'est une méthode psychocorporelle qui vient de l'Orient, plus particulièrement, passablement de mouvement des derviches Hakim d'Afghanistan, donc qui était une confrérie liée au soufisme. Et puis, oui, vous avez bien révisé aussi, hein, ça c'est bien. Et puis, ces mouvements comme le yoga, comme le tai chi, comme le qigong, comme passablement de mouvements qui ont des sons comme ça un peu exotiques, ils font partie d'un patrimoine de l'humanité. Ils sont enseignés depuis la nuit des temps dans ce qu'on appelait, semble-t-il, les écoles de sagesse ou écoles de mystère, où il y avait toute une connaissance du monde, une étude, une philosophie et une pratique à travers des mouvements.
et la médecine. Il y a une médecine des derviches, il y a une médecine des ayurvédiques, des hindous, il y a une médecine chez les Chinois, l'acupuncture. Donc tout est lié. Hein, entre... Oui, il y a quelque chose qui me frappe dans la tendance actuelle, j'aimerais avoir votre opinion, c'est qu'il me semble que l'Occident se tourne de plus en plus vers l'Orient au niveau de l'acquisition d'une certaine sagesse. On voit beaucoup de gens maintenant qui se convertissent au bouddhisme, bien que ce ne soit pas une religion mais une philosophie. Non, tout à fait. Alors comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Oh là là. Pour moi, dans la façon dont je me suis posé la question, ou quand j'ai vu maintenant, je m'intéresse à une méthode qui vient d'Afghanistan, et on a vu quand même que ces 10 dernières années, l'Afghanistan a été terriblement secoué. Il y a eu des massacres, il y a eu, Ça continue d'ailleurs. Oui. Donc il y a eu cette sagesse en même temps qui a dû fuir, ou cette connaissance qui était encore là-bas et qui est arrivée peut-être en Occident. Comme le yoga des hindous ou certaines médecines avec les Anglais qui étaient là-bas, avec certains, souvent à travers des guerres ou des invasions, on a fini par nous recevoir une connaissance. Le Tibet, c'est pareil. Il a fallu que le Tibet soit envahi pour qu'on entende parler de la médecine tibétaine, de la culture, la philosophie. Et peut-être aussi en Occident, on va vite, hein, et on vit avec passablement de stress. Et ces méthodes tentent de nous enseigner dans la culture qui est la nôtre, à revenir un peu plus près de nous, à être un peu plus conscient de nos mouvements, un peu plus conscient de trouver un certain équilibre intérieur, je dirais. Mais c'est l'histoire d'une vie, hein, c'est pas... c'est seulement... Bon, j'ai cherché dans le dictionnaire ce que signifiait euphonie. Peut-être que vous pourriez nous... Vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé. Ah, Est-ce que oui. vous pourriez peut-être nous donner une rapide définition de ce mot? Oui, en fait, par euphonie gestuelle, on entend l'harmonie du geste et du son. Parce qu'en fait, tous les mouvements de l'euphonie gestuelle se font sur des musiques qui ont été aussi conçues spécialement pour cette méthode. Voilà, une musique spécifique. Donc c'est vraiment où l'écoute sacrée, puisqu'en fait il y a cette qualité d'écoute tout en étant dans quelque chose qu'on pourrait dire où on essaye de trouver le sacré. Est-ce que je peux prononcer ce mot? Comment il est entendu? Mais on fait quotidiennement des mouvements mécaniques, hein. On va, on vient, on circule, on dit bonjour, etc. Et puis on peut entrer par différentes techniques dans quelque chose de plus subtil, puisqu'on y amène des mouvements qui ne sont pas anodins. Si je fais ce mouvement, peut-être ça va travailler sur certaines lignes énergétiques, ça peut ouvrir un espace à l'intérieur, et en même temps en étant consciente de ce que je fais. Et c'est une harmonie différente que quand j'ouvre la porte mécaniquement. Oui, oui. Donc est-ce qu'on pourrait parler d'une prise de conscience des mouvements qu'on fait au quotidien, par exemple? Après, petit à petit, effectivement, dans le meilleur des cas, on l'amène un peu dans son quotidien, on devient un peu plus conscient de soi-même. Mais c'est vrai que le but de l'euphonie gestuelle, comme de la plupart de ces techniques, c'est quand même que l'être humain harmonise un peu mieux ses pensées, ses émotions et son corps. Parce qu'on pense une chose, on en fait une autre, on est en contradiction. On dit je suis quelqu'un qui est plutôt tolérant, et puis la première personne qui passe, on dit mais il me fait suer quoi celui-là, il n'est pas comme moi. Et donc on voit bien qu'on est en contradiction. Et petit à petit on essaye d'être un peu plus équilibré. De créer une unité finalement entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, exactement. Le mot est juste, une unité entre l'intérieur et l'extérieur.
Est-ce qu'on peut parler d'un côté spirituel ou d'une certaine spiritualité? Je pense qu'on peut parler de spiritualité, en fait que c'est propre à chacun. Je crois qu'une personne qui fait du tai chi, du yoga, peut, à travers certains mouvements, sentir qu'elle se relie ou qu'elle est, pour elle, qu'est-ce que signifie spiritualité ou quelle est sa démarche intérieure. Et puis pour une autre personne, les mêmes mouvements seront plus en lien avec comment elle se relie dans le monde sans nécessairement chercher à savoir s'il y a quelque chose de plus ou de plus grand. Mais je trouve que c'est propre à chacun. En tout cas, dans l'euphonie gestuelle, on ne parle pas de prime abord de spiritualité, mais c'est vrai que des personnes en fin de cours ou comme ça disent « mais ça m'a fait tellement bien, j'étais comme dans une sorte d'état de grâce ». Et ces états de grâce, ça dure le temps d'une grâce, oui. Mais c'est plus propre à la recherche de chacun. Par contre, on peut parler quand même d'une hygiène de vie ou d'une philosophie de vie. Et après, la philosophie de vie qu'on a, quel genre de chercheur est-on? Voilà. On cherche peut-être d'abord à se connaître soi-même, et après, bien sûr, des questions existentielles peuvent se poser. Des réponses, j'en ai pas. Des questions, j'en ai. L'humanité se pose des questions depuis la nuit des temps. Voilà. Je pense que ça va continuer encore un moment. Oui. Et en même temps, c'est intéressant de peut-être un jour se poser ce genre de questions, parce qu'on peut peut-être des fois voir la limite de nos propres raisonnements ou schémas de pensée. Vous avez parlé d'hygiène de vie. Est-ce que vous pourriez préciser? Oui. On parle d'hygiène de vie, c'est évident que dans une société comme la nôtre, on sait que de prendre sa douche le matin, de se brosser les dents, d'avoir une hygiène corporelle de base, ça ne se discute plus. Voilà. Et puis, on oublie peut-être d'avoir une hygiène intérieure, c'est-à-dire d'avoir des belles pensées ou d'avoir des belles émotions. Comme on lave son corps, on pourrait dire « mais j'arrête de te figer sur cette connerie pendant toute la journée parce que l'autre, il ne m'a pas salué et puis maintenant je suis mal pendant 3 heures ». Donc on pourrait aussi parler d'une hygiène intérieure, et l'euphonie gestuelle, à travers les mouvements, elle permet d'avoir une hygiène déjà corporelle mais plus subtile. Si je fais chaque semaine, par exemple, un cours hebdomadaire, comme la plupart de mes élèves viennent à des cours hebdomadaires, Idriss Lahore, qui est la personne quand même qui a amené, c'est un homme magnifique, qui a amené ces techniques ici en Occident, nous dit « mais on ne peut pas faire une fois un mouvement de l'euphonie gestuelle en ayant senti que ça nous aide, ça nous fait du bien, et penser que voilà, c'est bon, c'est pour la vie. » C'est acquis. C'est acquis. Et on ne se dit pas, tiens, j'ai pris une douche ce matin, j'ai lavé un peu plus fort, c'est bon, je suis bonne pour une année. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. Et bien là, c'est pareil. L'hygiène de vie, c'est-à-dire, chaque semaine, je prends le temps de prendre un temps pour moi, pendant 1 heure, de faire des mouvements qui structurent, des mouvements qui sont pas n'importe lesquels. Qui ont un sens. Qui ont un sens, qui travaillent sur des énergies. Et donc, petit à petit, j'arrive à avoir un peu plus de présence à moi, un peu plus de qualité de vie, un peu plus de tranquillité. C'est dans ce sens que c'est une hygiène de vie, mais à faire tous les jours aussi, 10 minutes de mouvement tous les jours. Ce qui n'est pas grand-chose. Ce qui n'est pas grand-chose, et on a du mal, parce que c'est pas toujours évident de se les donner. Vous parlez justement de vos élèves et de vos cours, sans trahir le secret professionnel. Quel style de gens viennent à ces cours? Est-ce que c'est d'abord au niveau de l'âge, au niveau plus de femmes, plus d'hommes? Il y a bien sûr plus de femmes. Enfin, bien sûr, c'est un fait. Il y a plus de femmes, mais il y a des hommes. Et puis, c'est vrai que c'est souvent des personnes qui ont passé la quarantaine, qui ont justement, à travers leur vécu, ont vu les limites même de leur santé, de leur corps physique, ont vu les limites parce qu'elles ont eu des échecs dans la vie, des joies et des peines. Et puis, on se pose des questions. C'est une forme de quête? C'est une forme de quête. Mais c'est aussi sinon simplement des gens qui ont décidé aussi un jour de manger bio. Alors, loin de là, pas tous, mais qui un jour se disent, bon, qu'est-ce que je veux?
pas seulement pour moi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la nature? Quelle est ma responsabilité? Comment est-ce que moi-même je peux m'impliquer là-dedans? Donc il décide de manger bio, il décide de peut-être rouler un peu moins en voiture et il décide aussi, mais pour moi, je suis trop stressée au boulot ou avec les enfants, ça me fatigue ou avec entre conjoints, etc. Et ils disent, mais après tout, si je faisais quelque chose, on apprend à se reprendre en main un peu Oui. mieux. D'accord. Vous avez des retours, hein? Quels sont les retours que vous avez déjà Oui, eus? bien sûr, j'ai des retours. Déjà, ma propre expérience, ça m'avait fait tellement du bien que j'ai entraîné mon mari dedans et ma grande joie, il est venu. Et après ça, on parle de faibles femmes. Hein? Oui, on a encore des problèmes de couple. Il ne faut pas croire que c'est une panacée qui résout tout. Mais j'entends, ça permet d'essayer de voir les choses quand même sous un angle où on se hisse à un meilleur niveau. Et puis les retours que j'ai, c'est vrai que les personnes disent « je m'agace moins », je vois qu'avec les enfants, j'ai plus de patience. Je me rends compte que je ressens mieux les aliments ou bien les odeurs. Je suis plus sensible ou à la beauté d'une fleur. Tout d'un coup, on remarque quelque chose. Et ces choses-là, oui. Vous estimez très que souvent. vous parlez de la beauté d'une fleur. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les gens, justement, ne regardent peut-être plus assez autour d'eux? Peut-être, et moi y compris, hein. J'ai eu la chance de vivre à la campagne, d'aimer la campagne, et c'est vrai, ces moments où tout d'un coup on ouvre les yeux, puis on dit, mais attends, là tu es dans ta tête depuis 2 heures de temps, alors qu'il y a quelque chose de magnifique, et ce bouquet est magnifique, et donc... Oui, ces gerbéras sont super. Voilà. Et peut-être on ne regarde plus assez parce que ça va vite quand même. Hein. On est une société où, et on le voit aussi, le zapping à la télévision, c'est comme s'il fallait avoir des impressions toujours et toujours et toujours. Et que ce serait difficile de dire, ben maintenant j'aurai 5 minutes à regarder ces fleurs. Et les gens auront peur pour la plupart de s'ennuyer. Et je dirais qu'avec l'euphonie gestuelle, mais comme avec d'autres techniques, hein, de tai chi, de yoga, on apprend peut-être à dire je peux rester quelques instants ou à m'émerveiller comme ça, sans me dire attends, j'ai vu, c'est bon, elles sont oranges. Allez, un peu plus loin. On va un peu plus en profondeur. Voilà. Oui, oui. Et puis vous êtes une amatrice des beaux et bons mots. Oui. Petite escapade dans un cabaret poésie. Dans un cabaret poésie. Il y a un très beau poème d'Idriss Lahore qui dit « Je voudrais te dire le chant du soleil au cœur de la fleur, le murmure du vent aux vagues de l'océan, et ce que l'eau écrit dans le sable du désert, avant de disparaître, sans personne pour le lire. Je voudrais tant pouvoir te le dire. » Et pour moi, c'est un monde qui s'ouvre, parce que tout d'un coup, effectivement, je vois la force des mots, parce que si on dit, il y a des poètes comme Rumi qui disent, puisqu'on parle de fleurs, où les fleurs là sont présentes, il dit, ce matin au jardin, j'ai cueilli des roses, et j'ai cueilli des roses, et tout d'un coup, c'est pas n'importe quoi. Et on peut commencer, si on se met aussi dans... Moi, ça me touche, ça m'émeut. Si on se met dans cette présence du mot, c'est comme le mouvement, en soi, ça construit quelque chose. C'est-à-dire, ah, je me sens mieux. Parce que ce matin, au jardin, j'ai cueilli des roses. Voilà. Et c'est la force du poète. On sentirait presque leur parfum. Exactement. Hein? Ouais. Et on sent qu'un espace à l'intérieur peut s'ouvrir. Et c'est pareil quand on fait un mouvement en conscience, on sent qu'à l'intérieur de soi, on est dans un autre état d'esprit, dans une autre atmosphère. Après, c'est à cultiver. C'est à cultiver. Hein. C'est à cultiver. Vous nous parlez d'ouverture au monde, d'ouverture vers les autres, d'ouverture vers soi-même, mais malheureusement, comme toujours, il faut arriver à une conclusion. Je vous laisse peut-être le soin de la faire. La conclusion, c'est peut-être justement aussi un moment de silence,
parce que l'euphonie gestuelle permet, en fait, d'arriver à ce moment où il n'y a plus rien à dire, mais à vivre. Et dans ce sens, c'est vraiment très volontiers que je vous présente quelques mouvements.